Le Togo, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, est dirigé depuis plus de 58 ans par la même famille. D'abord Eyadema Gnassingbé, puis son fils Faure, qui s'accroche au pouvoir depuis 20 ans. Mais les 26, 27 et 28 juin, le peuple togolais est sorti massivement et pacifiquement pour exiger une seule chose, la fin de la dynastie. Ce que personne ne savait, c'est qu'un homme préparait ce moment depuis l'exil, le fils de Sylvanus Olympio, le tout premier président du Togo assassiné en 1963. Avec une armée togolaise secrète formée dans l'ombre, il va changer le cours de l'histoire. Le 26 juin 2025, le soleil se lève sur Lomé, mais ce matin-là, c'est un autre feu qui brûle dans les cœurs. Dans les rues d'Akodesewa, de Bay, de Hanukopé, de Lomégan jusqu'à Sokodé, Kara, Anéo, c'est le même chant qui monte d'un seul peuple qui n'a plus peur. Des hommes, des femmes, des enfants, des visages fatigués par les années, mais les yeux remplis d'une force nouvelle. Sur les murs, sur les t-shirts, dans les mains levées, un seul message. 60 ans, c'est assez. Le Togo n'a connu qu'un seul nom, Gnassingbé. Eyadema d'abord pendant 38 ans, puis Faure, son fils, depuis 20 ans. Une dynastie militaire impitoyable, silencieuse. Chaque tentative de soulèvement avait jusqu'ici échoué, mais ce juin, tout change. Les manifestants n'ont ni machette ni pierre, ils n'ont que leur corps, leur voix, leur drapeau. Ils avancent pacifiquement, déterminés. Le silence est leur arme, et dans ce silence, le régime commence à trembler. Dans les bureaux du palais de Lomé, Faure Gnassingbé regarde les images en direct. Son visage est crispé. Les chaînes officielles minimisent les événements, mais il sent que quelque chose est différent. Il appelle le chef d'état-major. « Qu'est-ce qui se passe à Sokodé, monsieur le président ? Et nos forces ? » Certains refusent de sortir, ils disent qu'ils n'ont pas été formés pour tirer sur leur propre peuple. Un long silence, puis un regard inquiet. Le contrôle lui échappe. Pendant ce temps, à 4500 km de là, à Genève, un homme regarde les mêmes images. Un homme dont le nom est presque oublié des livres d'histoire, mais que le destin n'a pas oublié. Il s'appelle Sylvanus Kossi Olympio. C'est le fils du premier président du Togo, Sylvanus Olympio, assassiné en 1963 dans un coup d'état militaire soutenu par ceux qui ont installé la dictature. Ce fils a grandi en exil, a étudié à Harvard, s'est formé dans les académies militaires les plus discrètes. Mais depuis 10 ans, dans l'ombre, il prépare son retour. Il a recruté, formé, entraîné une armée secrète composée de Togolais exilés, d'anciens soldats de la paix, de jeunes patriotes, des hommes et des femmes prêts à mourir pour un idéal. Leur nom de code, Force Lumière. Ces forces n'ont qu'un objectif, rétablir la République, pas une vengeance, pas un putsch, mais une opération chirurgicale sans sang pour faire tomber un régime corrompu sans toucher au peuple. Et ce 26 juin, le signal attendu depuis 10 ans vient enfin. Ce n'est pas une alerte, c'est une lumière. Le peuple se lève. À l'aéroport de Tamale, au Ghana, plusieurs avions privés atterrissent discrètement. À bord, les officiers supérieurs des forces Lumière. Certains ont des noms connus, d'autres sont anonymes. Tous sont togolais, tous sont prêts. Sur le terrain, des agents dormants activent les relais. Akara, Sokodé, Atakpamé, Dapaong. Des dizaines d'hommes silencieux neutralisent les relais de commandement. Les radios militaires internes sont brouillées, les arsenaux verrouillés. La stratégie est simple, isoler fort, neutraliser les fidèles restants, sécuriser les institutions, faire appel au peuple. Dans les rangs des forces de l'ordre, le doute s'installe. Certains reconnaissent d'anciens camarades dans les forces Lumière. D'autres sont fatigués de défendre un système qui les méprise. Des casernes entières refusent d'intervenir contre les manifestants. Dans les rues de Lomé, les foules grossissent. Des pancartes sortent « Olympio vivra, justice pour le Togo ». La peur a changé de camp. La tension est forte, mais aucun affrontement n'a lieu. Les policiers débordés se retirent. Et à 23h10 ce même soir, le message est lancé depuis une fréquence pirate captée sur tous les téléphones togolais. Le Togo entre dans une nouvelle ère. À vous, peuple digne, nous tendons la main. L'armée républicaine revient. Le règne d'un seul homme est terminé. Force Lumière. Ce message, personne ne sait d'où il vient, mais à Bay, le vieux Kofi s'arrête net. À Sokodé, un commerçant baisse les larmes. Le peuple comprend, quelque chose est en marche. Au palais, Faure Gnassingbé ne dort pas. Il comprend aussi, trop tard. Le 27 juin 2025, au petit matin, le jour n'est pas encore levé que le palais de la présidence est cerné.
Les rues voisines sont fermées. Les gardes postés aux entrées principales ne comprennent pas d'abord ce qui se passe. Ils voient arriver des véhicules militaires, mais sans écusson du régime. À leur tête, un colonel qu'ils croyaient exilé depuis 10 ans, nous reprenons la République. Pas un seul coup de feu ne doit être tiré. Rentrez chez vous ou restez neutre. Les hommes hésitent, mais obéissent. L'ordre n'est plus clair. Une à une, les entrées du palais sont prises sans un seul affrontement. À l'intérieur, Faure est réveillé précipitamment par son aide de camp. Il sort toujours vêtu d'un pyjama gris foncé, les yeux fatigués, le visage fermé. Il cherche un téléphone sécurisé, compose des numéros. Aucun ne répond. Le chef d'état-major est introuvable, le directeur de la gendarmerie en fuite, le ministre de la Défense parti à Paris la veille. Faure comprend, il n'a plus le contrôle. À 6 heures du matin, il réunit en urgence les derniers fidèles dans un petit salon sécurisé du palais. Le climat est tendu, des voix s'élèvent. Certains proposent de résister, d'autres de négocier. Faure reste silencieux, les mains jointes sous le menton, puis il murmure « Faites décoller l'hélicoptère, on part immédiatement ». Sur le toit du palais, un appareil léger non répertorié est préparé discrètement. 3 hommes montent à bord, Faure, son aide de camp et un colonel fidèle. L'appareil prend de l'altitude à 6h45 en direction du Ghana, où une villa aurait été préparée depuis des années en cas de fuite urgente. Mais ce que Faure ignore, c'est que les forces Lumière ont anticipé cette manœuvre. À la frontière aérienne, 2 Mirages togolais aux couleurs neutres reçoivent l'ordre d'intercepter. Le commandant du Mirage, un officier de 40 ans formé à Dakar, déclare froidement par radio « Président Faure Gnassingbé, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez atterrir immédiatement à la base d'Adétikopé. » Après quelques secondes de silence, l'hélicoptère commence à descendre sans résistance. À 7h20, le convoi militaire le récupère sur le tarmac. Faure est escorté par 6 hommes, sans menottes mais sans honneur. Il ne dit rien, il sait que l'histoire est en train de le juger. Pendant ce temps, à Lomé, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Faure a fui, il a été arrêté, l'armée est avec le peuple. Des scènes de liesse éclatent à Adidogomé, à Gomé, à Mouvé, à Kojoviakopé. Des femmes dansent dans les rues, des jeunes chantent l'hymne national. Les larmes se mêlent aux cris, des vieillards tombent à genoux. Certains disent « J'ai attendu ça toute ma vie, mon père est mort en prison pour ce jour ». Mais pendant que le peuple célèbre, l'opération continue. Les forces Lumière sécurisent la RTG, les ministères, les casernes. Des messages sont lus dans toutes les langues du pays. Le ton est clair, calme, discipliné. Le pouvoir n'appartient plus à un homme, il revient au peuple togolais. À 9h30, une conférence de presse est improvisée au palais que les caméras étrangères peuvent enfin approcher sans contrôle. Un homme monte sur l'estrade. Il est vêtu d'un costume bleu nuit, cheveux poivre et sel, regard calme. C'est Sylvanus Kossi Olympio. Il ne prend pas la pose, il ne cherche pas l'émotion. Il dit simplement « Mon père, Sylvanus Olympio, a été assassiné ici même, à quelques pas, pour avoir voulu une république. Je ne suis pas ici pour le venger, je suis ici pour que son rêve vive enfin. Le Togo sera libre. La transition commence aujourd'hui, et elle appartiendra au peuple. » Un long silence, puis des applaudissements timides, puis puissants. Le 28 juin 2025, tôt le matin, un silence inhabituel règne sur Lomé. Pas de sirène, pas de convoi présidentiel, pas de discours radiodiffusé imposé à tous. À la place, une voix douce sur les ondes nationales. Le Togo est entré dans l'histoire aujourd'hui. Justice commence, le peuple est souverain, l'ère de la peur est finie. Dans une grande salle du centre administratif transformée en tribunal provisoire, Faure Gnassingbé est assis face à la justice. Il est vêtu d'un costume sobre, sans cravate, entouré de 2 gardes discrets. Il fixe le sol devant lui. 3 juges togolais, choisis pour leur intégrité, autour d'eux, des représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la Cour africaine des droits de l'homme. Le monde observe. Les accusations sont graves, détournement massif de fonds publics, répression sanglante de manifestations pacifiques, arrestations arbitraires et tortures, falsification des processus électoraux, violation des droits fondamentaux du peuple togolais. Le procureur avance calmement, dossier après dossier, témoignage après témoignage. Des visages apparaissent sur un écran, d'anciens prisonniers politiques, des familles de disparus, des soldats témoins de purs internes. La douleur remplit la salle, mais Faure ne parle pas. Il reste muet. Certains y voient de l'arrogance,
d'autres du vide. À la fin de l'audience, le juge principal demande solennellement « Monsieur Faure Gnassingbé, avez-vous quelque chose à dire au peuple togolais ?» Silence. Puis, d'une voix presque éteinte, Faure murmure « Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. » Et il baisse la tête. Plus rien. Le procès est suspendu, mais dans la rue, le peuple n'attend pas le verdict pour célébrer. Partout, les Togolais sortent avec des casseroles, des lampions, des drapeaux. C'est une nuit blanche de liberté. À Sokodé, les gens chantent en mina. À Djolé, des griots racontent le courage des jeunes descendus dans les rues. À Anéo, des prêtres et des imams prient ensemble pour la paix retrouvée. L'unité renaît. Pendant ce temps, au palais, Sylvanus K. Olympio réunit les chefs religieux, les représentants de la diaspora, les leaders de la société civile, les étudiants, les femmes commerçantes. Un conseil transitoire est mis en place. Pas de présidence imposée, pas de revanche, seulement un engagement clair. Une nouvelle constitution écrite avec le peuple, une commission vérité et réconciliation pour les crimes passés, des élections libres sous supervision africaine et internationale dans 18 mois, une refonte de l'armée désormais au service du peuple. Sylvanus prend la parole une fois de plus à la télévision. « Je n'ai pas repris le pouvoir, je l'ai rendu. Ce pouvoir appartient à celles et ceux qui n'ont jamais cessé de croire. À vous, peuple togolais. » Le 30 juin, le verdict tombe. Faure Gnassingbé est reconnu coupable de crimes économiques et politiques. Il est condamné à 25 ans de réclusion, sans privilège ni remise de peine. Il ne sera ni exécuté ni humilié, il sera oublié dans une cellule quelque part, pendant que le peuple écrit une nouvelle page. Le Togo entre dans l'histoire comme le premier pays d'Afrique de l'Ouest à renverser une dictature familiale par la non-violence et l'intelligence collective. Les journaux titrent « Le Togo éclaire l'Afrique, Olympio enfin libre, une révolution sans armes ». Et dans les écoles, les enfants apprennent enfin le nom de leur vrai premier président, pas seulement Sylvanus Olympio, mais le peuple lui-même. Cette histoire est une fiction pour l'instant, mais parfois la réalité commence dans l'imaginaire. Le peuple togolais, comme tant d'autres en Afrique, mérite la justice, la dignité et la liberté. Et si demain, ce n'était plus une fiction ?